Nous venons à peine de quitter le Luxembourg que c'est déjà la première escale technique aux Açores, avant le grand envol au-dessus de l'Atlantique. Au bout de cette longue traversée, les îles Bahamas nous attendent. Territoire britannique, elles furent pourtant atteintes pour la première fois par Christophe Colomb en route vers le Nouveau Monde. La vue que nous en avons, aussi brève soit-elle, après s'être posée à Nassau, permet de confirmer les dépliants publicitaires d'agences de voyage. Invitant les touristes aux farnientes sur les bords des nombreuses plages qui s'y trouvent et aux baignades dans les eaux chaudes de l'Atlantique. Après cette brève escale, c'est la Floride que nous découvrirons. Plus exactement la ville de Miami, d'où s'envole de son aéroport un avion toutes les minutes. La Floride est une presqu'île basse et marécageuse, où l'air y est très humide, et depuis sa découverte, bien des choses ont changé. De nombreux buildings sont sortis de terre tout au long d'immenses avenues. Toutefois, il reste de très beaux parcs aménagés au bord de la mer. Mais déjà notre avion est reparti, et c'est vers notre dernière escale, à Guayaquil, en Équateur, que nous nous dirigeons. Ce sera l'escale la plus courte, juste le temps de jeter un regard sur l'aéroport, que déjà l'avion est prêt à décoller. C'est fait. Nous survolons à peine depuis quelques minutes le Pérou, qu'aussitôt la cordillère des Andes nous apparaît à travers les nuages. Nous sommes au Pérou, pays si convoité tant par les Espagnols sous la conduite de Pizarro au XVIe siècle en vue de coloniser le vaste empire inca, que par les gros financiers de notre époque cherchant à s'approprier les richesses naturelles que possède cette partie du monde. Mines d'or, d'argent, de cuivre, de mercure, de plomb, de houille, sans oublier le pétrole, tout ceci d'ailleurs étant représenté sous la forme d'une corne d'abondance sur l'écusson nationale. Les deux autres dessins représentant à droite un arbre correspondant à la selva ou forêt vierge, à gauche un lama, cet animal vivant en effet principalement au Pérou. D'ailleurs, une des particularités de ce pays est sa forme. Il suffit de bien observer ses frontières pour remarquer curieusement que le contour de celle-ci représente une tête de lama. Le mois d'août dans ce pays correspond à la période d'hiver, et c'est par une température d'environ 10 degrés que nous sommes ici à Lima, la capitale, devant le palais présidentiel face à la place des Armes,
où en ce jour de fête nationale, une partie de la population s'est rassemblée. Puisque nous parlons de la population, indiquons que celle-ci est composée en majeure partie d'Indiens, environ 60 à 70% des 12 millions d'habitants que compte ce pays. Proportion impressionnante, mais qu'il est d'autant plus lorsqu'on sait qu'ils ne connaissent que la misère. À Lima, plus que dans les autres villes du Pérou, nous passons facilement des maisons vétustes aux beaux quartiers de style espagnol. De la place San Martín que nous voyons ici, aux barriadas, comparables mais en pire à nos bidonvilles, nous sommes toujours dans la capitale. Et face à ce drame, les chiffres prennent toute leur valeur. En effet, la moyenne d'âge au Pérou est de 29 ans. Et le plus terrible sûrement, c'est qu'entre 2 et 4 ans, 70% des enfants meurent. Et il est difficile de l'oublier. Après ce rapide tour d'horizon sur la capitale du Pérou actuel, c'est vers Cusco, la capitale de l'Empire Inca, vers laquelle nous allons nous diriger. Pour cela, nous devons traverser le Pérou dans presque toute sa largeur. Ce qui nous permet de découvrir des habitations péruviennes faites de torchis. Hormis celles que nous voyons ici, de toutes petites, faites de paille, sont visibles sur les contreforts du massif andin. Car, comme l'annoncent ces premiers lamas, nous sommes tout près de la première chaîne de la cordillère des Andes. En effet, n'oublions pas que celle-ci est formée de 2 chaînes séparées par un long plateau, dont la ville de Cusco est le départ. Cusco, qui se dit en quechua Cosco, c'est-à-dire le nombril du monde, la voilà. Mais ce que nous découvrons n'existait pas au temps des Incas. La véritable capitale de cet empire était construite sur ces hauteurs. Dans la ville actuelle et surtout dans ses alentours, vous pourrez constater une nombreuse population indienne qui vit dans un monde lui ressemblant peu, comme le montre cette vue de la place principale où les églises ont un style emprunté tout entier à l'art espagnol. Des architectes espagnols qui ont eu recours néanmoins aux pierres de la cité inca pour leurs édifications. La plupart des Indiens actuels vivent du marché et du troc, pendant que certains se consolent de leur misère en buvant de la chicha, sorte d'alcool de maïs. Les marchés et les trocs se font dans les rues et sur les trottoirs des bas quartiers. Il faut visiter le musée archéologique pour se souvenir qu'il y a seulement 4 siècles, une autre civilisation était installée à cet endroit. Et que les vases que nous admirons sont le reflet d'un art qui couvrait une grande partie de l'Amérique du Sud. De la véritable ancienne ville inca, c'est une partie que nous découvrons, ou du moins ce qu'il en subsiste, car comme nous vous l'avons expliqué précédemment, un certain nombre de ces pierres ont été descendues par les Espagnols vers la vallée pour la construction de leurs églises. Son nom, Sacsayhuaman.
Ces portes que nous voyons sur le pourtour devaient permettre l'accès à l'intérieur de la ville. Et nous comprenons mieux, en voyant cette construction massive, pourquoi les conquistadors refusèrent de la prendre d'assaut. Ils choisirent donc la traîtrise pour s'emparer d'Atahualpa, le dernier des chefs incas connus. Une fois dans la vieille ville, la première chose que nous apercevons est ce cercle de pierre, vestige de l'endroit où se situaient les bains. Nous pouvons encore voir les rigoles qui canalisaient l'eau. Quant à ces deux monticules rectangulaires de pierre, ils font penser à deux énormes tombes. Mais là, seule l'imagination guide cette interprétation. Ici, par contre, se situait le lieu des sacrifices humains ou de l'amas, la cérémonie se déroulant à l'emplacement même où cet énorme bloc de rocher se dresse. Nous allons maintenant pouvoir contempler les ruines de Pisac situées au nord de Cusco. Cette ville inca, comme toutes les autres d'ailleurs, a été construite sur une hauteur, ce qui donnait le double avantage de pouvoir observer l'arrivée des troupes ennemies et d'offrir une plus grande résistance à l'assaut éventuel de celles-ci. Cette ville nous donne l'impression d'être en cours de construction, vu son excellente conservation. Et sa beauté est accentuée par le fait que les pierres employées pour son édification sont légèrement roses. Les niches que nous pouvons observer à l'intérieur des maisons servaient à y loger des icônes, sortes de statues divines représentant des idoles. En empruntant cet escalier, nous distinguons sur le mur de gauche des excavations faisant office de rampe. Ces marches devaient à l'époque déboucher à l'intérieur d'un temple, mais aujourd'hui, seul subsiste l'autel des sacrifices. Nous retrouvons sur cette vue les trous pratiqués dans le mur afin que la main ait une prise pour faciliter la montée de l'escalier. Il est à noter que les ruines où nous nous trouvons datent de la deuxième époque inca, correspondant à la fin du XVe siècle. En contrebas, nous apercevons maintenant le village de la première époque, qui fut abandonné pour des raisons d'observation et de sécurité, comme nous vous l'expliquions précédemment. Nous poursuivons à présent notre route en direction du nord-ouest par rapport à Cusco. Et le trajet que nous suivons est le même que celui qu'empruntèrent les Incas il y a maintenant entre 4 et 5 siècles, en fuite devant les Espagnols après la chute de leur capitale. Aujourd'hui, la voie de chemin de fer est jalonnée de marchés d'Indiens. Chaque quai de gare se voit transformé en un immense étalage de réchauds et de poêles à frire à l'arrivée d'un train. Depuis Cusco, les Incas parcoururent 200 km avant de s'installer à Machu Picchu. Perché à 2700 mètres, dans un décor fabuleux, Machu Picchu ne fut découverte qu'en 1912. Il est difficile de penser, en contemplant cette ville, qu'elle est abandonnée depuis environ 100 ans. Nous avons plutôt l'impression de la surprendre au petit matin où tout semblerait dormir.
c'est sur le temple que notre dernier regard se posera avec son magnifique cadran solaire. C'est le train que nous empruntons à nouveau pour redescendre à Cusco. Vous allez pouvoir constater que pour le faire parvenir jusqu'en bas, le mécanicien est obligé de le faire zigzaguer du fait de la rudesse de la pente. Il utilise pour ce faire des aiguillages successifs qu'il change après chaque passage afin de repartir dans la direction opposée. Nous observons ici, de l'intérieur de notre wagon, le modelage de blocs de torchis servant à la construction des maisons. De Cusco, le train va nous conduire à Puno, ville située sur le bord du lac Titicaca. Mais auparavant, il nous faudra parcourir l'altiplano, comme le nomment les Péruviens, et qui se traduit en français par altitude plate. L'altiplano est ce très grand et très long plateau, prisonnier des deux immenses chaînes de montagnes que sont les Andes. Son altitude varie entre 3000 et 4000 mètres, ce qui explique le peu d'importance de la culture et l'élevage presque exclusif des lamas, des alpagas et des vigognes, pratiqués par les Péruviens. Aussitôt à Puno, nous allons entreprendre la traversée du lac Titicaca qui se fera en grande partie de nuit et qui prendra environ 10 heures. Il est important de rappeler que nous sommes en plein hiver et qu'il est recommandé de se bien couvrir, car la nuit venue, la température descend de plusieurs degrés au-dessous de zéro. C'est avec le lever du soleil que nous découvrons le lac le plus haut du monde, puisqu'il se situe à 3854 mètres. La théorie sur sa formation est qu'il aurait été créé lors de l'apparition de la cordillère des Andes. Celle-ci, en effet, en surgissant de terre, aurait retenu prisonnier un peu de l'océan Pacifique. Une confirmation est d'ailleurs apportée à cette théorie par le fait que les eaux du lac ont une salinité, faible soit, mais qui laisse à penser qu'elle a pu être plus importante par le passé. Croire donc qu'à l'origine l'eau du lac fut une partie de l'océan semble tout à fait logique. Ainsi, la traversée du lac nous a conduits à Guaqui en Bolivie. Mais avant de quitter définitivement ces eaux, remontons un peu à l'intérieur, vers Copacabana. Copacabana serait sans doute un petit village sans importance, avec sa population indienne et son église espagnole, s'il ne s'est déroulé encore à notre époque, au sommet du rocher qui la domine, des cérémonies dites religieuses. Les Indiens viennent de très loin pour faire baptiser, à la bière de préférence, sa maison, son auto, son camion, représentés sous la forme de miniatures.
Tout cela afin de les protéger des mauvais sorts. Ils ont recours, outre la bière, aux bougies et à l'encens qu'ils allument ou qu'ils brûlent selon les prières formulées. Tout se déroule tel une pièce de théâtre pour se terminer dans des incantations mystiques où la religion a fait place, bien malgré elle, à un attristant fétichisme. Heureusement, Copacabana est surtout connu pour un événement historique d'importance. Non loin de son rivage, en effet, a pris naissance le vaste empire Inca, sur l'île du Soleil très précisément. Pour nous rendre sur cette île, c'est dans une petite embarcation que nous prenons place. Et comme tous les moyens de transport péruviens, elle n'est pas à l'abri de quelques incidents. Pendant cette courte traversée, nous pouvons encore admirer le merveilleux décor dans lequel nous voyageons. Ici se détache la cordillère des Andes. Il ne nous est pas désagréable, pour une fois, de voir une embarcation plus périlleuse que la nôtre. Et une fois débarqués, nous avons un point de vue magnifique. Voici l'île du Soleil. Devant nous, l'île de la Lune, où il n'y a pas encore longtemps, des prisonniers politiques étaient retenus captifs. C'est brusquement, au détour d'un chemin, que nous voyons apparaître ce qui reste du Temple du Soleil. La Bolivie, pays plus pauvre que le Pérou et dont le pourcentage d'Indiens est encore plus important. Nous vous rappelons qu'il était environ de 75% au Pérou, alors qu'il atteint 80% des 3 millions d'habitants dont est constituée la population bolivienne. Ayant moins de richesses naturelles que son voisin, ce pays, sur le plan archéologique, possède autant de merveilles. La ville pré-incalique de Tiwanaku va d'ailleurs nous permettre de nous en rendre compte. Cette ville est l'un des plus grands mystères de notre époque. Les premiers à la découvrir furent les Incas. Ils trouvèrent les lieux tellement impressionnants qu'ils crurent que c'était le domaine des dieux et attribuèrent aux statues s'y trouvant des représentations divines. À notre époque, aucune explication n'a pu être encore fournie. Et les supputations sont nombreuses. Ici, dans cette fosse de 26 mètres sur 28 mètres de côté, l'on trouve des blocs de pierre finement sculptés. Ils auraient été les premiers à être taillés par le dieu Viracocha, dont nous découvrirons plus loin la tête sur le bas-relief de la Porte du Soleil.
Dans le prolongement des marches accédant à la porte du temple se trouve une statue. Et c'est sans doute dans tout le site le monument qui a fait travailler le plus l'imagination. En effet, certains croient y voir un cosmonaute tenant dans sa main gauche une bouteille à oxygène. La réalité est certainement tout autre. Mais quelle est-elle ? À l'autre bout du temple, une statue se trouve également exposée, et son regard fixé sur l'horizon rend encore plus angoissant le problème qu'elle nous pose. Dans le sol de cette cité, de nombreux petits ossements sont enfouis, ainsi que de menus objets, bouts d'oreilles taillés dans la pierre par exemple. En contrebas du mur d'enceinte, une rangée de monolithes est dressée, et c'est dans son prolongement que la fameuse porte du soleil se trouve située. Sur la face arrière de celle-ci, aucune sculpture ne figure, seules des niches ont été pratiquées. Par contre, la façade est finement taillée, et le motif central représente, comme nous vous l'annoncions plus tôt, le portrait du dieu Viracocha. Quant à l'ensemble de la signification de ce bas-relief, là encore nous restons dans la plus profonde ignorance. Il reste à espérer qu'un jour tous les mystères de cette cité seront décryptés. C'est à La Paz, la capitale de la Bolivie, que nous allons nous retrouver. La vie y est grouillante et les commerces sont nombreux. Tout ici appelle à la révolution. Comme cette affiche réunissant le paysan et le soldat. La révolution aura d'ailleurs lieu 8 jours après ces images, et la première victime en sera le général Torres, président de la République, que nous voyons ici pénétrant dans le palais gouvernemental, face à la place des Armes. La chute de ce dernier sera en grande partie due au soutien qu'il manifestait envers la misère de son peuple au détriment des intérêts étrangers. Il est tôt dans la matinée lorsque nous partons pour les Yungas, et la région que nous envisageons de découvrir se situe à environ 80 km au nord de La Paz. Les Yungas sont le début de la forêt proprement dite, mais pour l'atteindre, à mi-parcours, nous devons franchir les Andes, où nous atteignons l'altitude approximative de 6000 mètres. La température à cette hauteur est d'environ -10 à -20 degrés, alors qu'elle était à notre départ, pour une altitude de 3500 mètres, de 12 degrés. Une fois les Andes franchies, c'est la descente rapide vers les Yungas, et dans les 45 km qui nous séparent encore de celle-ci, nous allons pouvoir observer l'apparition progressive de la végétation. Et au terme de notre voyage, qui n'aura duré au total depuis La Paz que 3 heures, nous arrivons presque sous les tropiques. En effet, nous sommes à peu près au niveau de la mer, et la température est de 35 degrés. Le contraste est tellement grand avec le reste du pays que nous avons l'impression d'avoir fait irruption dans un paradis. Les bananiers voisinent avec les orangers, les citronniers, les mandariniers, les caféiers et bien d'autres encore.
Le jour de notre arrivée correspond avec le bicentenaire d'un petit village et la fête du 15 août. Et c'est avec une grande joie que nous acceptons l'invitation du maire à passer 2 jours en compagnie de ses administrés en liesse. Aussitôt, nous commençons à danser dans un champ, accompagnés par la fanfare qui arrive en quart. Le condor, ici l'oiseau rapace des Andes, nous entraîne dans sa ronde. Pendant ce temps, une femme va à la rivière remplir son pot. La fête ne débutera vraiment qu'à la nuit tombée, dans un déchaînement de musique, de pétards et de feux d'artifice. Au matin, la place du village nous semble bien calme après cette folle nuit. Mais la journée s'annonce chaude et l'on prépare des glaces. Pendant ce temps, beaucoup se sont déjà déguisés pour 2 jours de danse. La musique s'interrompt un moment afin de laisser le maire discourir sur la destinée de son village et pour remercier tous les participants à cette fête très réussie.
Muchas gracias a todos para esta fiesta que celebra el bicentenario de este pueblo. Puis les danseurs vont reprendre leur ballet, stimulés par la chicha et la bière. C'est par une procession que se terminent les festivités, après que le curé, du haut de sa chaire, ait longuement épilogué sur la Révolution. Là encore, la religion semble un prétexte à des réjouissances. On croit peut-être, mais à quoi et pourquoi ? Nous ne saurons jamais si le curé du petit village était au courant d'un complot. Mais de retour à la passe, nous sommes en pleine révolution, la 162e depuis la République. Et c'est avec une vive rapidité que nous sautons dans le dernier train qui part pour le Chili, la frontière avec le Pérou étant déjà fermée. Ce trajet imprévu va nous permettre de traverser le désert qui conduit à Arica, sur les bords de l'océan Pacifique. Arica est construite à l'extrémité de cette étonnante coulée de verdure. Ce qui surprend en arrivant au Chili, c'est le contraste du mode de vie. Les Indiens sont en effet peu nombreux et les gens très européanisés, du moins par rapport à leurs voisins. Ce marché en est une excellente constatation si nous le comparons à un marché péruvien ou bolivien. Et les maisons, si elles ne sont pas plus riches, nous semblent plus modernes. Mais déjà, nous sommes repartis en direction de la frontière péruvienne. La route que nous empruntons, la panaméricaine, est la seule voie goudronnée dans tout le Pérou. Elle part du bas du Chili et remonte jusqu'à New York. Avant d'arriver à Arequipa, ville vers laquelle nous nous dirigeons, c'est Tacna, première ville après la frontière que nous traversons. L'influence de la vie chilienne y est très nette. Un certain luxe se dégage, comme pour tromper le visiteur.
Il faut toutefois préciser que nous sommes dans le sud du pays, région très touristique. Sur cette route, nous ressentons mieux cet immense désert qui borde le Pacifique. Le seul intérêt de ces centaines de kilomètres de sable, les militaires péruviens l'ont trouvé, en faire un champ de manœuvre. La ville d'Arequipa, dont nous approchons à présent et avec laquelle nous allons terminer notre périple, a une population composée d'étrangers ou de riches péruviens. On l'appelle le jardin au milieu du désert. En effet, cette ville que nous voyons en hiver est, paraît-il, en été remplie de fleurs. Vous êtes ici sur la place principale, et vous pouvez constater que l'architecture de celle-ci est typiquement espagnole. C'est presque le cas d'ailleurs de toutes les habitations de cette ville. L'un des monuments prédominants se trouve précisément sur l'un des côtés de cette place. Il s'agit de la cathédrale, dont nous découvrons ici une vue de la façade. Derrière cette cathédrale, nous pouvons distinguer le mont Chachani, 6075 mètres d'altitude. Il est aussi appelé le toit d'Arequipa. Les contrastes dans cette ville sont très marquants. Entre la façade de cette église espagnole qui témoigne de la richesse d'une époque révolue, au pied de laquelle une indienne, montrant la misère d'une population exploitée depuis des siècles, vend des oranges, et ces banques où s'entasse l'argent des étrangers ou des riches péruviens, le Pérou est assez bien résumé, les trois modes de vie étant parfaitement illustrés. À l'intérieur d'Arequipa se trouve une autre ville, qui n'est en réalité que le merveilleux couvent de Santa Calina. Aussitôt franchi le porche, le silence s'installe. Et c'est à travers jardins, ruelles et petites places que nous allons pouvoir déambuler. Voici tout d'abord le cloître des novices. Puis ici celui des orangers. Nous empruntons ensuite la rue Cordosa, puis Toledo, desservant de nombreuses cellules, dont nous découvrons ici quelques intérieurs. Au bout de la rue Toledo, nous arrivons sur la place dénommée Lavanderia, qui, comme son nom le laisse supposer, n'est autre que l'endroit où les nonnes venaient laver leur linge. De l'autre côté de cette lavanderia, c'est le début de la rue Burgos, débouchant sur la Grand Place. Où nous trouvons, sur l'un des côtés de celle-ci, une cellule,
qui ne manque pas d'un certain confort avec son coin toilette. Elle est de plus sobrement, mais très joliment meublée. En ressortant, et sur la droite de cette même place, se tient l'entrée des cuisines. Et c'est avec le soleil que nous pénétrons. Aucune odeur ne se dégage, et pourtant, la vue de ces fours à pain nous fait quelque peu saliver. En contrebas des cuisines, la place Sokodobe, avec sa fontaine. Enfin, les confessionnaux, et dans le prolongement de ceux-ci, le cloître supérieur. Notre voyage en Amérique du Sud va d'ailleurs s'arrêter ici, dans la cour de ce cloître. Ce couvent, en effet, lieu calme et sans misère, n'est-il pas l'endroit le plus propice à notre méditation ?